any questions from you? Des questions de votre part, de la salle. Sacha, je vais vous passer le micro. Could you go back to the slide where you... Est-ce que vous pourriez revenir à la diapo avec les catégories, s'il vous plaît? Les différentes catégories. Celle-là? Non, là. Votre deuxième diapo ou cinquième fois, celle qui était où vous avez les belles couleurs. Voilà. Ma question est la suivante. Initialement, donc, qu'est-ce que vous aviez à l'esprit quand vous avez commencé vos travaux? Est-ce que c'était des termes de recherche pour un juge ou est-ce que c'est faire un classement des experts qui veulent s'inscrire par catégorie? Parce que si vous commencez par les catégories, dans mon domaine d'expertise, moi, il me faut 5 couleurs. Parce que si vous avez un cas environnement, vous pouvez commencer donc à la santé humaine, vous pouvez agriculture, environnement, vous pouvez santé animale. En fait, vous avez plein de choses. Donc, quel était votre point de départ pour vos travaux? Est-ce que c'était des termes pour un moteur de recherche ou comment inscrire les experts dans un registre? Pretty easy to add. D'un côté, c'est facile de répondre. D'un autre côté, je comprends votre question, votre remarque concernant l'environnement, par exemple. Alors que ça fait déjà partie du troisième groupe, on en a créé une catégorie spécifique pour les raisons que vous venez de mentionner, justement, parce que c'est un domaine classique de transversal ou qui recouvre plusieurs activités ou plusieurs domaines, en fait. Ce n'est pas facile à régler, en fait, parce que beaucoup d'États membres ont étudié les différentes catégories concernant l'environnement, justement. Donc, ce n'est pas facile à faire, véritablement. Mais nous avons commencé ainsi. Nous avons demandé aux États membres de nous fournir leur nomenclature. Donc, les termes utilisés dans leur nomenclature. Alors, peut-être qu'il y a d'autres mots-clés supplémentaires qui permettent à un expert d'inscrire sur la liste ces autres domaines d'expertise. Nous n'avions pas ces informations sous la main. En fait, ici, pour l'instant, je comprends les choses ainsi. Nous avons cette nomenclature qui constituera la première série de paramètres dans la recherche pour ne pas avoir une liste avec une centaine de noms d'experts. Nous avons différentes catégories, des niveaux et des sous-niveaux de catégories pour identifier un premier choix d'experts. Et puis ensuite, dans les résultats, vous verrez aussi les nomenclatures nationales que ces experts ont données comme indication. Alors, on n'arrivera peut-être pas à résoudre toutes ces questions dès le début avec la nomenclature, mais dans le produit final, cet outil de recherche final, il y aura peut-être une solution pour ce que vous avez évoqué, justement, pour affiner la recherche, justement, et pas seulement au niveau de la nomenclature. Et la question est la suivante. La nomenclature, c'est un outil pour un juge pour qu'il trouve l'expert qui lui convient. Dans certains pays, un tribunal supérieur va utiliser cette nomenclature. Et nous avons discuté, Yann et moi-même, avec ces tribunaux. Nous avons demandé de quoi avez-vous besoin en tant que juge, de quel outil avez-vous besoin pour trouver et identifier un expert. Et à ce moment-là, on a vu qu'on avait éventuellement besoin aussi de sous-groupes, de groupes d'experts de sous-groupes. Mais on n'a pas pu aller plus loin dans nos travaux pour aborder la question des sous-groupes. C'est trop complexe à ce stade. Merci beaucoup. On voit ici le travail, le pain que vous avez encore sur votre planche. J'ai un premier aperçu parce que j'ai participé ou j'ai assisté au début de ces travaux. Dans certains pays, même si le pays est petit, il y a plusieurs centaines de catégories pour des domaines d'expertise les plus variés. Et d'autres pays n'ont que 20 catégories d'expertise. Alors entre les deux, voilà, on se meut entre les deux avec des nomenclatures
très différentes, des approches très différentes en termes de nomenclature. Et je pense que avancer avec des points de départ, sélectionner les points de départ, c'est une bonne manière d'avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais soulever la question par rapport à la recherche que vous avez faite sur les nomenclatures dans les États pilotes, par exemple. Quelles étaient les principales différences dans les approches en matière de nomenclature entre ces États? Est-ce que vous vous en souvenez? Et moi, je me souviens de certaines discussions que nous avons eues lorsque nous avons eu des difficultés à nous comprendre sur les termes. Je me souviens plutôt d'un problème au départ que nous avons dû surmonter. Par exemple, les différences dans le nombre de nomenclatures. Dans certains États membres, il y avait 12 domaines d'expertise. En Autriche, vous en avez plus de 700. Alors, arriver à intégrer tout cela dans un système qui soit utilisable et applicable à tous, c'est un véritable défi. Maintenant, dans le monde commercial, vous avez l'économie et la finance, c'est un groupe. Mais nous avons sélectionné des catégories que nous avons réunies dans ce groupe, la fiscalité, les audits, la comptabilité. Et nous avons discuté ensuite, parce que dans certains États membres, vous avez des champs d'activité qui se recoupent. Vous avez un consultant en fiscalité qui va être également un expert comptable. Alors, où est-ce qu'on le met? On le met dans les 3 catégories, dans la nomenclature, ou est-ce qu'on reste généraliste et on crée une seule catégorie? Bon, c'est un exemple dont je me souviens. Et puis, il y a eu aussi ce moment où nous avons décidé de rester plus général et donc nous avons résolu quelques problèmes. Mais nous attendons aussi avec beaucoup de curiosité ce qui va suivre. Angela, une seconde, on vous apporte le micro. Yann. Moi, je ne vois pas l'architecture ou l'architecte. La construction, les engins de construction, peut-être qu'il faudra ajouter aussi l'architecture. Lorsque vous allez l'ingénierie et les machines dans votre liste, peut-être faudrait-il y ajouter l'architecture. Je cherche juste à comprendre. Les architectes sont spécialisés en différents domaines. La construction, l'évaluation les estimations d'immeubles. Et vous pouvez avoir des architectes qui vont être spécialisés dans les arts, l'archéologie. Merci. Actually, Angela, thank you for your question because you. Merci pour cette question. Vous êtes justement, vous touchez le cœur de notre débat, comment définir le champ d'expertise en architecture. Nous avons différents niveaux. Nous avons un deuxième niveau de catégorie. Sous la construction, vous avez une catégorie, une sous-catégorie qui s'appelle architecture. On n'a pas pu vous montrer ici toutes les sous-catégories à l'écran, mais elles sont là. Nous avons tenu compte de ce que vous avez soulevé, mais je suppose qu'on vous fournira le document. Mais nous avons justement discuté de où mettre l'architecture, sous la construction, sous le chapitre construction ou ingénierie. Et nous n'avons pas encore résolu la question, parce que certains considèrent aussi l'architecture comme quelque chose plutôt design, donc qui va plutôt vers les arts. Et parfois, c'est extrêmement technique. Giovanni et moi, nous ne sommes pas d'accord. Pour moi, l'architecture, c'est quelque chose de technique. Mais c'est une approche tout à fait valide, valable. Mais nous sommes justement en pleine discussion dans notre groupe aussi sur cette question. Il y a différentes propositions, justement. Merci beaucoup. Merci pour ces questions, ces réponses. Et je vois que lorsque vous vous adressez aux spécialistes, vous avez des spécialistes, de spécialistes, de spécialités, et ça génère pas mal de problèmes. Mais bon, je passe le micro.
Muriel Eleters, je suis expert judiciaire à BEX, Association belge des experts. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec Yann sur cette nomenclature parce que j'y avais aussi travaillé sur la nomenclature belge. Merci pour cette très belle présentation qui résume bien le travail accompli. Alors si je peux me permettre juste de compléter la réponse à Madame, c'est qu'en effet, nous avons envisagé les deux aspects. C'est une nomenclature pour les magistrats, une nomenclature pour les experts qui devient de plus en plus précise, mais surtout aussi avoir une mise à jour des nouvelles catégories. Médias, forensiques, c'était des catégories qui n'existaient pas dans les précédentes nomenclatures. Donc ça a déjà été un travail de compléter ce qui était fait précédemment, mais aussi simplifier pour que le magistrat, il arrive quand même aussi à trouver la personne qu'il veut désigner. En Belgique, n'oubliez pas que le registre est ouvert au public. Donc maintenant, le registre a été mis en ligne et consultable par monsieur tout le monde. Donc c'est très important aussi cette simplification au départ par rapport aux groupes de base qui après vont se complexifier avec, comme vous venez de le dire, les sous-catégories. Très importantes aussi pour l'expert, bien sûr. Voilà, merci. J'apporterai juste une réponse en français puisque vous nous avez posé votre question aussi en français. Pour le domaine médical, j'ai comparé ce que nous souhaitions travailler avec les collègues belges ici présents et ça correspondait. Et nous avions une correspondance. Donc il y a certaines spécialités où nous avons une bonne correspondance. Et par exemple, quand vous parlez du forensique, on avait, mais c'était dans criminalistique. Donc il faut voir aussi une évolution sémantique de langage. Yeah, thank you very much. And yes, I had a look at the Belgian register. Merci beaucoup. Moi, j'ai jeté un coup d'œil à la nomenclature et à l'annuaire belge. Et c'est très intéressant parce que lorsque vous êtes inscrit sur un annuaire en Belgique, vous avez déjà... En fait, ça couvre déjà au moins 3 langues en Belgique, donc c'est déjà pas mal comme exemple. Maintenant, s'il n'y a plus de questions dans la salle, il y a peut-être des questions en ligne, mais Bertrand, si vous devez partir, n'hésitez pas. Non, je suis prêt pour répondre à votre question. Donc peut-être que ce serait une idée aussi, lorsque vous comparez dans vos travaux, lorsqu'il y a des pays avec des nomenclatures, est-ce que vous avez des nomenclatures, est-ce qu'elles sont toujours nationales ou est-ce qu'il y a aussi des nomenclatures régionales? On a trouvé les deux. Nous avons des États membres qui nous ont présenté une nomenclature nationale. Je reviens à l'Italie. Nous avions des nomenclatures présentées par 2 tribunaux. En Pologne, nous avons une nomenclature qui était en place, mais qui, en fait, il y avait 46 nomenclatures différentes et quelqu'un a fait la synthèse de ces nomenclatures pour nous. Alors, il y a vraiment parfois énormément de détails en place, mais nous avons surtout cherché les similitudes. Et à un moment donné, nous avons vu, vous avez les groupes que je vous ai montrés au début, qui sont déjà pratiquement établis. Et ensuite, on pourrait voir assez rapidement comment avancer. Cela signifie que les pays ont encore eux-mêmes beaucoup de travail à faire s'ils veulent harmoniser leur propre nomenclature nationale, régionale, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est donc une bonne base de départ, même pour eux. Si je peux me permettre, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'offrir suffisamment de flexibilité pour procéder. Mais évidemment, on propose un modèle pour les nomenclatures futures, quelle que soit la voie que vous voulez prendre. Merci beaucoup. 2 questions. La première, est-ce que vous avez trouvé
certaines catégories dans le travail déjà réalisé par l'Union européenne. Je fais référence ici, par exemple, au FIDEM et au code de pratique mis en place pour les avocats. Cette catégorisation, par exemple, d'avocats, il y a donc déjà une nomenclature utilisée pour les avocats dans les États membres. Est-ce que cela est utile? Parce que cela a déjà été réalisé, donc. And the second, and I don't know whether you have. La liberté, par exemple, vous avez cette liberté de pratique et liberté donc de mouvement des avocats. Alors, pour cela, il y a aussi une nomenclature qui a été fixée, s'est établie et fixée par le droit européen. Alors, est-ce que cela vous est utile? Et puis, deuxièmement, ma deuxième question est beaucoup plus délicate. Je parle ici du deuxième niveau de spécialisation. Une spécialisation signifie que l'on a affaire à un professionnel, un expert, et que celui-ci, celle-ci, peut s'exprimer, a la compétence, la capacité, parce qu'il connaît le sujet, parce qu'il dispose de la qualification requise sur un domaine spécifique. Mais il y a aussi le fait que c'est un acte libre de la personne. Ou est-ce que vous attribuez l'expertise en vertu d'un titre délivré, par exemple, par une université ou un organe public? Ce sont deux choses différentes ici, deux idées, deux concepts différents de spécialisation. Si je reprends l'exemple italien, pour les avocats, il y a 2 semaines, par exemple, un avocat a écrit dans son CV sur le site web les domaines dans lesquels il était spécialisé, où il s'y connaissait mieux que dans les autres. Et donc, il y a 2 semaines, le ministère de la Justice a publié toutes les règles concernant les spécialisations. Donc, il y a une réglementation en place maintenant qui dit que un avocat qui souhaite se spécialiser dans un domaine spécifique doit passer un diplôme, une sorte de qualification officielle sur une période de 2 ans, donc suivre des cours pendant 2 ans à l'université et donc obtenir un certificat, une attestation de l'université. Donc les différents États membres ont différentes réglementations concernant la spécialisation, ce que requiert et à partir de quel moment peut-on dire que l'on est spécialisé. Nous n'avons pas pris en considération la description de l'expert. Nous avons uniquement pris en considération les champs d'expertise, pas du tout les compétences qui concernent pourquoi un expert est considéré comme compétent. Mais là, vous avez raison en ce qui concerne la spécialisation d'un expert, mais ce n'est pas l'objet de notre travail ici. Bien sûr, lorsque l'on parle de spécialisation, il faut tenir compte des connaissances que l'expert veut présenter comme siennes. Alors, ce n'est pas une question de nomenclature, mais c'est une autre réflexion à mener aussi, et d'autres éléments dont il faut prendre en considération. Mais dans le groupe de travail 4, concernant l'outil informatique, nous voulons montrer aussi les résultats de recherche et on va voir aussi qui va tester les qualifications. Est-ce qu'il s'agit simplement de présenter un certificat ou un diplôme et que quelqu'un vérifie que vous avez bien ce diplôme? Est-ce qu'il va y avoir la concurrence aussi entre les experts? Alors en fait, est-ce que n'importe qui peut indiquer n'importe quelle compétence sans vérification, sans contrôle aucun? Donc, encore une fois, ici, la nomenclature, on reste au niveau général. On ne sait pas du tout à l'avance quels seront les résultats d'une recherche sur un outil informatique. Il peut y avoir des distorsions par rapport aux compétences réelles de quelqu'un. On ne sait pas. Pour l'instant, le produit final
devrait permettre de passer en revue les résultats d'une recherche en entrant des spécialisations, des mots-clés par mots-clés, et pour faciliter la recherche et l'identification d'un expert. En fait, c'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on élabore cette nomenclature et ensuite l'outil informatique. Ce n'est pas, ici, l'objet n'est pas du tout comment prouver qu'un expert est véritablement compétent dans tel ou tel domaine. Ce n'est pas là l'objet. Une brève question. Si un expert souhaite s'inscrire dans l'annuaire, est-ce qu'il doit préciser la spécialisation lorsqu'il souhaite s'inscrire? Je n'ai pas compris les choses ainsi, mais j'espère que nous sommes d'accord. L'idée ici de ce que nous faisons et ce qu'on va faire ensuite, c'est d'avoir une nomenclature des résultats de recherche. Et puis, maintenant, on va reprendre chaque nomenclature nationale avec toutes les catégories, sous-catégories. On va les mettre, les glisser et faire des correspondances entre cette nomenclature que nous avons créée et les nomenclatures existantes au niveau national, régional, etc. Et établir ces correspondances pour qu'ensuite, lorsque vous faites une recherche au niveau national, les résultats sortiront aussi dans l'outil de recherche européen. Donc associer et créer la connexion et les correspondances entre les nomenclatures nationales existantes et cette nouvelle nomenclature européenne dans l'outil de recherche. Ma question va être brève également, mais je reviens au début de vos travaux lorsque vous avez fait cet état des lieux. On a un outil européen de statistiques avec la nomenclature des activités économiques. Est-ce que vous avez regardé les codes? Est-ce que vous êtes inspiré de cette nomenclature économique, des catégories déjà utilisées en statistiques économiques? Je dois être honnête. Non, je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, c'est quelque chose de très connu et très utile. Ça s'appelle MAC. C'est un outil, en fait, statistique. C'est un logiciel qui fonctionne, donc, déjà? C'est un outil de statistique. Réponse au micro. Mais pour le monde économique, pour enregistrer les différents mouvements, les flux économiques, et beaucoup de catégories sont couvertes. D'un autre côté, vous ne trouvez rien, par exemple, concernant la criminalistique dans cette liste. C'est clair. En Pologne, on analyse la liste à la disposition utilisée par les tribunaux. Vous en avez 46. Mais vous savez qu'en Pologne, il y a une autre liste, par exemple, la liste gérée par le ministère de la Justice avec des spécialistes pour les experts. Vous avez des personnes spécialistes, par exemple, des abus dus à l'alcool, des addictions. Est-ce que vous êtes plus spécifique? Je n'ai pas compris. Il y a deux types d'experts judiciaires ou différents rôles? Oui, exactement. Nous avons 46 listes d'experts judiciaires, mais nous avons aussi d'autres listes de spécialistes au niveau du ministère, par exemple, pour les traducteurs-interprètes auprès des tribunaux. Nous avons une autre liste de spécialistes pour les personnes qui rendent un avis sur les I'm pretty sure I do not know any nomenclature. Les drogués ou les personnes Et l'idée, c'est que nous essayons d'être le plus général possible. Nous voulons donc établir comme des étiquettes. Et nous pouvons peut-être
insister encore une fois là-dessus. Nous avons 20 catégories, on peut en avoir 30. On peut définir le premier niveau, le second niveau, le troisième niveau, mais cela permet une certaine souplesse. Maintenant, il y a des spécialités qui ne sont pas du tout couvertes ici, peut-être, et merci de poser la question, justement, parce que j'ai oublié de le mentionner, justement. Au sein du groupe, nous avons une catégorie qui autre. Et pour les catégories pour lesquelles nous ne savions pas où les placer, nous les avons mises sous divers ou autres. Et c'est une liste qui doit être encore ajoutée. Sorry. Yeah. Just wait a second for. I want only mention that if you link the IT system with Mais sur la liste, vous devez en tout cas savoir que nous avons, nous, une liste générale. Dans d'autres pays, la situation peut être différente. Et nous avons des listes également de spécialités. Il faut en tout cas que vous soyez au courant. Et c'est vrai que, en fait, ces listes de spécialistes peuvent être multiples. Bon, bien, merci, c'est vrai. Et merci de cette indication et de ce rappel. Et maintenant, il faut associer ces listes, établir les connexions entre ces listes. Moi, je vois certains obstacles qu'il va falloir surmonter, d'ailleurs, ici. Pour la République tchèque, j'ai une question. Vous avez présenté une liste de groupes d'experts, mais qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, pour ce que vous appelez le real estate. Pour les questions immobilières, donc, ou les estimations immobilières. Pour moi, cela recoupe différentes activités. Et que le terme évaluation immobilière ne couvre pas tout cela. Merci encore de cette indication. Vous avez l'aspect. C'est comme l'économie. L'économie, ce ne sont pas les évaluations. Ça peut être l'économie d'un système, d'un État. Mais l'immobilier, ça veut dire quoi? Moi, ce n'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la rénovation. Vous pouvez changer real estate, donc l'immobilier, en tant comme évaluation. Mais encore une fois, comme je l'ai dit sur une autre page, nous pensons modifier l'appellation de cette catégorie, rénovation ou évaluation immobilière. Mais vous voyez, nous sommes en train de discuter de comment appeler ces catégories ou ces groupes et éventuellement bouger et déplacer telle ou telle sous-catégorie à telle ou telle autre catégorie. Nous ne sommes pas encore tous d'accord, ou même nous ne sommes pas encore tous pas d'accord. Donc, cela fait partie de nos débats, justement, de nos discussions, des choses que nous allons devoir résoudre à un moment donné ou à un autre. Mais je pense que si vous regardez, si vous cherchez un expert en évaluation immobilière, si vous allez dans ce groupe, vous allez peut-être choisir celui-ci, real estate, plutôt qu'une autre catégorie. Il y a peut-être d'autres domaines d'expertise qui vont concerner le domaine immobilier, mais qui seront peut-être en deuxième catégorie ou en sous-catégorie, le deuxième niveau. Mais nous ne l'avons pas encore abordé, ce deuxième niveau. Encore une fois, dans la plupart des nomenclatures que nous avons étudiées et qui existent déjà, nous avons trouvé cette catégorie telle qu'elle est ici, avec ce terme-là. Merci beaucoup, Angela. Encore une question? Une considération à l'intention du professeur Guido Alta. Dans le cas
d'une expertise qui constitue une valeur ajoutée à une profession. Lorsque vous avez un titre universitaire, ou même, comme en Italie, vous avez un diplôme scolaire uniquement, mais avec un domaine d'expertise. Et puis, vous avez suivi des formations continues qui vous permettent d'acquérir une certaine expertise dans un certain domaine. Donc ça aussi, c'est une réalité. Et parfois, l'immobilier et l'économie sont liés. En Italie, l'évaluation immobilière concerne les deux secteurs d'activité. Par exemple, lorsque vous faites l'évaluation d'un appartement, vous devez répondre à des questions subjectives et objectives. Subjectives, c'est-à-dire que vous traitez avec un avocat ou un économiste et éventuellement après avec un juge. Ensuite, il y a l'évaluation objective avec un technicien. Ce sont deux volets de l'évaluation de l'expertise. Encore une fois, je pense que toutes ces approches diverses dans les différents États membres sont toutes valables. Je comprends votre propos, votre question. L'évaluation immobilière peut être considérée comme une évaluation financière, mais aussi l'évaluation technique. Mais est-ce que vous pouvez dire s'il y a deux différents types d'expertise ou de nomenclature à ce moment-là en Italie, selon les deux types d'expertise, ou c'est la même expertise? C'est la même? Je ne peux pas vous dire à ce stade où nous allons aboutir, mais je peux vous dire que l'étape suivante consistera à demander aux États membres de prendre leur propre nomenclature. Et vous avez par exemple 20 catégories numérotées de 1 à 20 et de leur demander de classer leur propre nomenclature sous ces 20 catégories. Et ce serait peut-être là un point qui sera à résoudre à ce moment-là. Merci beaucoup, bravo, et vous voyez encore tout le travail qui nous attend. Yann, j'ai le sentiment que vous rêvez parfois la nuit même de nomenclature, non? En tout cas, merci beaucoup. Merci à Bertrand aussi pour cette excellente présentation. Vous avez présenté les nombreuses difficultés auxquelles nous sommes confrontés au niveau européen, même lorsque nous parlons de nomenclature nationale. Merci beaucoup. Thank you all of you. Merci à tous. On va finir cette présentation avec la présentation de notre lot 4, donc avec l'outil informatique. Je pense que les intervenants sont Pavel, qui va recevoir un micro, et peut-être quelqu'un d'autre même. En principe, la présentation devrait